création à Strasbourg d'un centre européen de la jeunesse. Ce centre européen de la jeunesse aura surtout comme mission d'être le grand centre de formation de cadres permettant, entre les mouvements de jeunesse, entre les pays, entre les 16 pays européens, une assistance technique réciproque en matière de formation de cadres à l'échelon le plus élevé des mouvements de jeunesse, et aussi, au départ de cette formation de cadres européenne, mettre ce centre européen à la disposition des pays du tiers-monde, et plus précisément de l'Afrique, qui nous touche de plus près, afin d'assurer la formation des cadres de jeunesse des mouvements africains. Est-ce que cela ne ressemble pas un peu aux fameux légionnaires de la paix que le président Kennedy vient de lancer? Ça ressemble un peu à cela, mais vous savez, ceci n'est pas neuf. Des quantités de mouvements de jeunesse européens depuis longtemps pratiquent déjà cette formule. Et je puis vous citer des dizaines de Belges, par exemple, qui déjà spontanément partent en Afrique pour y faire de l'assistance technique. Est-ce que vous comptez canaliser un peu et organiser un peu coordonner. Il ne s'agit pas de canaliser, il s'agit essentiellement d'animer, de coordonner, de mettre des moyens supplémentaires à la disposition des jeunes. L'organisation intergouvernementale ne se substitue en aucun cas aux organisations volontaires de jeunesse. Son rôle est simplement de leur fournir les moyens de réaliser leur programme quand ce programme répond à l'intérêt général. Quel est l'accueil qui a jusqu'à présent été réservé par le tiers-monde, disons par l'Afrique, à ces initiatives d'organisation de jeunesse? Il est bien évident que notre principe de base n'est pas, dans l'action que nous allons mener, d'aller leur apporter une formation prédigérée et préfabriquée. Notre principe de base pour l'action d'aide que nous allons entreprendre est essentiellement de les consulter et d'apporter aux organisations de jeunesse d'Afrique l'aide qu'ils nous demandent. Et par conséquent, il va falloir que nous les rencontrions, que nous les consultions, que, en commun, nous mettions au point les programmes qui les concernent, qui les intéressent. Il ne s'agit pas de réintroduire là une espèce de paternalisme dangereux qui nous ferait rejeter et traiter rapidement de néocolonialistes. Il s'agit essentiellement de les consulter et de leur faire dire eux-mêmes les besoins qu'ils attendent de nous. La responsabilité dans notre pays des questions de loisirs et de jeunesse, à laquelle de ces fonctions du loisir, le repos, la distraction ou la culture, allez-vous accorder le plus d'importance? Mon cher Havard, il n'y a pas de réponse à votre question, il y a autant de réponses que d'individus. Le loisir est essentiellement individuel et sous quelque régime que ce soit, je crois qu'il faut lui conserver ce caractère. C'est essentiellement un choix. Comment peut-on alors parler, par exemple, d'éducation populaire ou de loisirs généralisés? Je veux dire que... De loisirs collectifs, disons. Je voulais simplement dire que le problème pour vous qui êtes sursaturé de culture, pour ceux qui vivent votre vie, le problème pour vous n'est pas d'utiliser vos loisirs à encore vous cultiver. J'imagine que vous avez surtout besoin de vous reposer ou surtout besoin de vous distraire, de sortir de vous-même. Parce qu'en un certain sens, vous êtes ce que j'appelle un travailleur de vocation. Il n'y a guère de différence entre vos loisirs et votre travail. Vous faites le métier que vous aimez et le métier dans lequel vous réalisez. Or, c'est cela le problème. Le problème, c'est que la plupart des hommes et la plupart des gens ne se réalisent pas dans le travail. Vous savez, 3% seulement, 3, peut-être un peu plus maintenant, peut-être 4% de garçons et de filles passent par un centre psychomédico-social ou d'orientation professionnelle pour choisir un métier. Et c'est ce qui nous vaut ces foules abominablement tristes du lundi matin qui vont vers la perspective d'une semaine de travail, où ils vont vers un anéantissement de plus en plus complet de leur personnalité. Suivant vous, le loisir est essentiellement compensation en ce moment? Eh bien, c'est vraiment compensation de toutes les frustrations dont la plupart des hommes, dont la masse des travailleurs surtout, sont victimes. J'envisage le loisir comme la redécouverte de soi, sans nécessairement faire le complexe du Spunz. Tout le monde porte en soi la nostalgie des choses qu'on ne fait pas et qu'on a toujours rêvé de faire, ou d'un homme qu'on n'est pas et qu'on a toujours rêvé d'être. Eh bien, je crois que ce qui est vraiment très important pour les loisirs, c'est de contribuer à cette restauration de l'homme massifié, comme disent les anglo-saxons, massifié par les techniques contemporaines de travail, par le travail à la chaîne, et ça va aller de plus en plus mal ou de mieux en mieux selon l'optique dans ce secteur-là.
Mais vous n'avez pas l'impression qu'on pourrait tendre une sorte de masséification des loisirs eux-mêmes, c'est-à-dire une sorte de production à la chaîne des loisirs? Mais je vous ai dit précisément tout à l'heure que le loisir était essentiellement individuel. Un de mes amis formulait très bien ce problème récemment en me signalant qu'il était curieux de constater que dans toutes les civilisations occidentales, il y avait deux mots pour rendre le travail de l'homme, pas le travail, les gestes de l'homme que l'homme fait pour gagner sa vie. Il y a le mot travail et il y a le mot œuvre. Il y a labeur qui est pénible et il y a opus. Beethoven, dans ses rages de travail douloureux avec l'écriture, avec l'encre, le papier, avec les nuits d'insomnie, faisait un travail, mais qui avait la chance de se couronner par un opus, qui était la réalisation de soi. Mais presque plus personne n'a cette chance, sauf ceux que j'appelais tout à l'heure les hommes de vocation. Eh bien, c'est cela qu'il faut faire. Et par conséquent, qu'est-ce que les loisirs doivent être essentiellement dans leur organisation? Je mets des guillemets, bien sûr. C'est qu'il faut fournir à la masse de nos compatriotes un éventail le plus vaste possible de techniques où chacun puisse aller découvrir la sienne, celle en quoi il serait bon. Je le vois constamment dans l'activité des mouvements de jeunesse qui, beaucoup plus proche que l'activité de la vie, rétablit une autre hiérarchie de valeurs entre les jeunes que la hiérarchie de l'école. Donc le libre choix des loisirs dans une politique de loisirs telle que vous la concevez, ce libre choix est tout à fait préservé. Ce libre choix est fondamental, sinon ce n'est plus du loisir. Il me paraît que ça doit être affreux d'aller au jour dit, au cinéma dit, ou à telle date fixée, chanter tel chœur que l'on n'a pas choisi. Je crois que le problème des organisations d'éducation populaire et de jeunesse, et le devoir des pouvoirs publics à tous les échelons, est de former le plus grand nombre de techniciens possible et d'installations possibles qui permettent à chacun, aux plus défavorisés comme aux plus favorisés, d'aller retrouver cette part de soi qui, pendant toute la journée de travail, pendant toute l'année de travail, pendant toute une vie, a été piétinée, a été oubliée, n'a pas tenu, n'a pas été prise en considération dans la vie quotidienne. Quelles sont les expériences que nous avons déjà pu tenter en Belgique dans ce domaine? Ah, vous savez, il y en a beaucoup. Nous ne sommes pas tellement loin, mais nous avons surtout fait des expériences, car l'important, avant de lancer une initiative sur le plan national, est d'être certain qu'elle répond à des besoins et que les jeunes et que les travailleurs y répondent et sentent que ça répond précisément à leurs préoccupations. Nous avons lancé une série de centres d'éducation musicale par exemple, mais dans ce secteur, je crois que la réussite la plus ancienne et la plus indiscutée est celle du Centre national, Centre éducatif d'art dramatique, que notre excellent ami Franck Lucas, que vous connaissez, a mis sur pied au sein du service national de la jeunesse. Lucas groupe à travers tout le pays des jeunes, les concentre parfois à Bruxelles ou en stage à Genval, et fait non pas du théâtre, ne les prépare pas à faire du théâtre, les prépare à la découverte de soi par l'art dramatique, par les techniques de l'art dramatique, les prépare au renouvellement de soi, par l'usage de tout ce que le théâtre exige. Et ça peut être l'éclairage. Ça peut être l'éclairage. Le garçon qui n'a pas le physique, qui n'a pas la voix, qui n'a pas les qualités, peut, en s'intégrant dans l'équipe qui fait le théâtre, participer à une vie collective d'abord et à un sens des responsabilités. J'insiste là-dessus. Il faut amener au loisir actif par le sens des responsabilités. Je vous arrête là. Vous venez d'employer le terme loisir actif. Cela veut dire qu'il y a des loisirs passifs. Ben, il n'y a pratiquement que des loisirs passifs. Il suffit de... C'est ça qui est vraiment très grave dans notre société actuelle. C'est de considérer que la plupart des loisirs qui sont à la disposition de la masse de notre peuple demandent à la masse de notre peuple de s'asseoir et de se laisser amuser. Voyez-vous, l'important est de s'amuser soi-même et non plus de se faire amuser. Car mon problème, Ravard, est le suivant. Dans la mesure où une génération de garçons et de filles a reçu son petit plaisir préfabriqué
prédigéré et nivelé au niveau le plus médiocre, j'ose le dire, pour que la masse en profite, dans la mesure où une génération, pendant toute sa croissance, toute la période décisive, s'est laissée amuser, je crois qu'il y a danger que cette attitude assise, et sur le plan physique du spectateur, et sur le plan intellectuel de celui qui reçoit ce qu'on a préparé pour lui, peut avoir de très graves répercussions sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, sur le plan moral. Cela perdure en fait dans toute l'existence. Mais ça perdurera dans toute l'existence, et démocratie est essentiellement responsabilité, est essentiellement devoir du citoyen. Démocratie implique des membres de l'équipe qui sont debout, qui sont agissants, qui sont responsables, qui ont le réflexe dès l'enfance de dire présent, d'être responsable, de faire quelque chose. C'est ça le problème.